Qui n'a jamais rêvé d'une alternative simple aux courses? Une alternative pensée pour les parents sous forme de boîtes repas saines contenant des produits locaux et avec tous les ingrédients pour exécuter des recettes illico presto sans se prendre la tête pendant le tunnel du soir. Eh bien, avec Foodbag, ce rêve devient réalité. Foodbag, c'est belge, c'est local et c'est promis. Ils font les choses bien, avec des produits sélectionnés avec soin pour des plats qui régalent les estomacs des grands et des petits. Chaque semaine, choisissez ce que vous souhaitez manger parmi plus de 35 recettes. Il y a de tout, des plats préparés que vous n'avez plus qu'à réchauffer et même des plats express quand le temps vous manque. Des recettes qui font voyager avec des produits bien de chez nous, dans vos assiettes ou encore des extras qui vous facilitent le quotidien pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Des véritables alliés du quotidien qui allègent une grande partie de la charge mentale. Et parce qu'ils savent ce que c'est, la vie de famille, ils vont plus loin. Ils proposent des soupes, des box apéros pour les vendredis soirs entre potes ou encore des boîtes contenant uniquement des fruits. Le petit plus, pas d'abonnement obligatoire. Et la livraison est gratuite chez vous ou dans un point Collect and Go. Bref, avec Foodbag, manger local et sain devient facile. Et je vous fais une promesse, je vous assure que les portions sont généreuses. Bénéficiez dès maintenant de 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes avec le code DARON, DARONS. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur foodbag.be. Merci à Foodbag de nous accompagner chaque semaine et de nous simplifier la vie tout en régalant toute la famille. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Aujourd'hui, c'est un homme que j'accueille au micro de Planète Daron. Cet homme, c'est Grégory. Un papa investi, un papa aimant, mais surtout un papa profondément chamboulé par l'arrivée de ses enfants. Chez les femmes, on appelle ça la dépression du postpartum. Mais chez les hommes, aucun terme n'existe pour qualifier cette tempête intérieure. Cette perte de repères qui peut survenir à la naissance d'un enfant. Pourtant, Grégory a tout pour être heureux. Un amour solide avec son épouse Charlotte, une carrière brillante, une vie bien construite. Mais cette idylle a basculé lors de la naissance de son premier fils. Il ne comprend plus ce qu'il ressent. Il perd pied, s'isole, se renferme pour se protéger. Mais plus il se renferme, plus il se sent mal. Les émotions finissent par déborder. Il pleure chaque jour sans comprendre pourquoi. Il se sent prisonnier, vidé, dépassé. Il développe une forme de possession presque instinctive. Il ne supporte plus que quelqu'un s'approche de sa femme ou de son fils. L'idée même que l'on puisse partager son bébé lui est intolérable. C'est viscéral, incontrôlé et douloureux. Il finit par demander de l'aide et rencontre une thérapeute. Depuis 6 ans, il avance, il se reconstruit, il s'apaise. Il comprend que la naissance de ses enfants l'a ouvert à ses émotions et que cette ouverture a tout fait remonter. La colère, la peur, la honte. Et quand le deuxième enfant pointe le bout de son nez, les angoisses, elles, reviennent. Mais cette fois, il sait les reconnaître, il comprend et il met des mots. Grégory lève le voile dans cet épisode sur ses émotions. Il témoigne avec une sincérité rare. Il parle de ses failles, il parle de sa colère. Il parle également de honte, mais surtout de reconstruction. C'est l'histoire d'un homme courageux, d'un père en pleine déconstruction qui a appris à ressentir. Il a également appris à aimer et à se pardonner. Parce que si on veut comprendre la parentalité, il faut aussi écouter les récits des pères. Et Grégory, lui, il a trouvé les mots. Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Grégory. Bonjour Axel. Je suis ravie d'encapsuler ton histoire aujourd'hui. Un papa investi, un papa multicasquette. Tu as tellement de choses à nous raconter. Et donc, je voudrais commencer par te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors, je pourrais le présenter de manière professionnelle. On va parler un peu plus de privé aujourd'hui. Donc, je m'appelle Grégory, j'ai 36 ans. Je vais commencer par mes passions.
J'ai trois grandes passions dans la vie. La première passion, ce sont mes enfants, Gaspard et Harold. Ça a complètement changé ma vie quand Gaspard est né le 1er mai 2019. À l'époque, je travaillais dans le secteur financier et j'avais annoncé que je voulais prendre un 4/5e. C'était assez mal vu. Un homme de 30 ans dans le secteur financier. J'étais directeur de la boîte, donc très très mal vu. Que le directeur dise finalement il va passer à 4/5e. Finalement, ça a été accepté par les actionnaires et ça n'a jamais plus changé, on va dire ça comme ça. Ma deuxième passion, ça va être le VTT. On habite maintenant en Belgique et du côté pas très loin de Villers-la-Ville, donc il y a des super balades à faire. On va souvent en Suisse, non pas pour y déposer notre argent, mais pour profiter des super paysages. Et ma dernière passion, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements, mais aussi 1 million d'enfants à mieux comprendre la notion de l'argent. Voilà un petit peu. 1 million? Pourquoi 1 million? Pourquoi 1 million? En fait, ça c'est historique. C'était le 26 décembre 2020 où je me suis réveillé un matin. Je travaillais pour des familles fortunées. Je me suis posé la question, Greg, tu as 31 ans, est-ce que tu veux faire ça les 5-10 prochaines années de ta vie au niveau professionnel? J'aimais bien travailler pour des familles fortunées, mais c'était toujours les 7-8 mêmes familles. Ça veut dire environ 40 mêmes membres familiaux. Et je me suis dit, moi, ce que je voudrais, c'est aider un maximum de gens à mieux comprendre la bourse et les investissements et que les gens soient autonomes et puissent le faire par eux-mêmes. Et l'histoire des enfants, c'est il y a 1 an, j'ai eu cette idée-là en faisant du VTT, où Gaspard et Harold m'avaient dit « Oh, mais papa, c'est génial, avec ta carte, tu peux tout payer ». Et je me suis dit, il faut que je fasse un cahier d'activités pour les enfants, qui s'appelle d'ailleurs « Apprends l'argent en t'amusant ». Il est ici, Voilà. Regardez-le, je l'ai reçu en cadeau. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Avec grand plaisir, et je l'ai coécrit avec Sophie Sommeville, qui m'a beaucoup aidé dans ce projet-là et qui m'aide toujours aujourd'hui pour l'association, puisque 100% des revenus vont à une association sans but lucratif dont l'objectif, c'est de faire des ateliers pour des adolescents et pour des adultes pour aider les personnes à mieux gérer leur argent de manière plus saine, plus sereine, mais aussi pour des enfants à découvrir la notion de l'argent. Et donc voilà un petit peu une partie de mon histoire très récente sur ce cahier d'activités-là. Et à ce jour, déjà plus de 3000 personnes ont le cahier d'activités-là pour les enfants, donc c'est génial. Mais félicitations vraiment pour ce projet et pour cette belle... tu vois, c'est pas juste, t'as pas juste créé un cahier d'activités pour te mettre de l'argent dans les poches, parce que c'est reversé. Oui, en fait, c'est une association que je gère et que j'ai créée avec Sophie, bien entendu, mais l'idée là, dans 2 semaines, mi-octobre, on va justement organiser une soirée de lancement où on a une 30aine de personnes, de bénévoles potentiels pour rejoindre l'association. Et le but, ça va être que des personnes en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, aillent faire des ateliers pour des ados, pour des adultes qui ont du mal à joindre les deux bouts, pour des enfants entre 6 et 10 ans. Finalement, moi, malheureusement, je ne peux pas me dupliquer à différents endroits en même temps. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment très réceptifs au cahier d'activité, qui l'ont justement expérimenté cet été avec leurs enfants et qui m'ont écrit on veut rejoindre l'association et faire des activités 1 heure par trimestre, grosso modo, 1 heure par trimestre pour aider des gens à mieux comprendre ce que c'est l'argent. Et même les adolescents, par exemple, en France, un adolescent dépense en moyenne 100 € par mois. 100 € par mois, c'est 3 principales marques où ils dépensent de l'argent, Burger King, Shein et l'Apple Store avec les applications. Donc là, on se pose vraiment la question des achats impulsifs. Et donc, c'est quelque chose que je veux faire. Donc, pour moi, c'est clairement complémentaire à ce que je fais sur la partie où je gagne de l'argent avec les investissements en bourse et ce genre de choses. Mais il n'y a rien à faire. Avant de bien investir, il faut être capable de bien gérer son argent. Et une famille sur 5, malheureusement, n'a pas d'épargne de précaution en Belgique. Donc, il y a quelque chose vraiment à faire à ce niveau-là. Et je pense que commencer avec les enfants, c'est comme ça que ça va tout doucement rentrer dans les mœurs. Mais évidemment. Mais j'ai 1 million de questions. Là. Il y a trop de choses, trop d'informations. C'est absolument passionnant. Parce que du coup, tu veux toucher 1 million de personnes. Mais du coup, tu es sur les réseaux sociaux également. Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais, Grégory? Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui vont dire que je suis créateur de contenu, d'autres qui vont dire que je suis influenceur. Moi, je me considère comme un coach boursier.
j'aide les gens. Mon métier principal, ça va être d'aider les personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Des personnes comme moi? Oui, des personnes comme toi. Pas des gens riches, Non, forcément. voilà, c'est ça. C'est vraiment, finalement, en fait, 60% de mon temps, il est dédié à la création de contenu sur mes différents réseaux sociaux. Ma newsletter, ma chaîne YouTube et mes différents autres réseaux sociaux. 20% de mon temps, il est dédié aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire des personnes au travers de mon programme d'accompagnement payant, ils vont avoir des coachings mensuels, ce genre de choses. Et 20 autres pourcents de mon temps, ça va être des projets comme ce cahier d'activité-là. Donc c'est comme ça que je fais et c'est vrai que je touche un petit peu à tout parce que pour vendre une formation digitale, il faut être bon communicant sur les réseaux sociaux, il faut communiquer de manière régulière. Le cahier d'activité, on le fait en auto-édition. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai dû trouver une imprimerie, un logisticien, mettre en place un système de vente automatique, enfin bref, plein d'autres choses. Et ce n'est pas uniquement écrire un cahier d'activité, mais c'est aussi tout l'après. Et puis de trouver des contacts dans des entreprises où ils vont dire, en fait, nous, on aimerait bien commander 100, 500, 1000 avec notre logo pour justement les enfants des collaborateurs, collaboratrices, ou encore les enfants des clients et des clientes, ou les petits-enfants. C'est ça. Je discute avec des banques. On va voir si les banques sont ouvertes à ça, parce que les banques associent, je suis un petit peu en Belgique l'ennemi public numéro 1 des banques, puisque je fais beaucoup d'éducation financière et qu'il y a un lobby bancaire qui est assez important. Mais voilà, ça c'est une partie de mon activité. Et les enfants, ça me touche très fort à cœur, puisqu'effectivement, Gaspard et Harold ont 5 et 6 ans respectivement. Enfin, non, 6 et 5 ans respectivement. Et ils adorent ça. Et maintenant, le cahier a été traduit en néerlandais, en anglais, probablement dans quelques mois en allemand aussi. Donc voilà, on s'amuse bien. Mais félicitations encore pour ce magnifique projet et pour tout ce que tu mets en place. Merci. Mais du coup, j'ai envie de comprendre, avant que tu sois l'homme sur les réseaux sociaux, qui était le petit Grégory? Est-ce que tu viens justement d'une famille super fortunée et tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche? Malheureusement, non. Enfin, pas malheureusement, c'était non. En fait, donc, mon papa ramassait du lait dans les fermes. Donc, ramasser du lait dans les fermes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait un camion citerne, Ah. et il allait dans les fermes et prendre justement les fermiers traient les vaches, et puis après le lait va dans des cuves en inox, et une fois ou deux fois par jour, le lait est pris par des camions de la laiterie. Et puis après, mon papa prenait le lait donc dans les fermes et allait avec le camion, quand le camion était rempli, déposer le lait à la laiterie. Ça, c'est un job qui, au départ, jusqu'à mes 9-10 ans, je pense que mon papa ne travaillait pas les nuits et ni les week-ends. Le problème qu'il y a eu, c'est que début des années 2000, il y a le prix du lait qui a fortement diminué, ce qui a fait que la laiterie a imposé quoi? Elle a imposé de plus produire. Donc, ça veut dire quoi? Et diminuer les coûts opérationnels, ça veut dire qu'il y avait un camion qui partait de 4 heures du matin, je dirais, à 4 heures de l'après-midi, et le même camion, pour qu'il tourne 23 heures sur 24, partait de 4 heures après-midi à 4 heures du matin. Sauf que mon père, lui, qui avait sa petite société, il avait 2 personnes qui roulaient avec lui. Il était indépendant. Il était indépendant, mais donc, à partir de mes 10 ans, je l'ai beaucoup moins vu. Il travaillait le samedi et le dimanche, alors qu'avant, c'était des gens différents qui travaillaient le samedi et le dimanche. Pendant 2 ou 3 ans, il n'a eu aucun jour de congé parce que ses collaborateurs, malheureusement, étaient souvent absents et tout ça. Et donc, lui, il devait rouler. Et c'est vrai qu'il roulait. Des fois, parfois, ça m'arrivait de le voir une demi-heure sur la journée, c'est tout, parce que je le voyais à 16h quand je revenais de l'école, et à 16h30, il partait jusqu'à 4h du matin. Et donc, il avait vraiment une vie décalée. Donc ça, c'était assez difficile. Ça t'a marqué, ça? Oui, ça m'a marqué parce que, en fait, jusqu'à mes, je sais pas, 10, 11 ans, lui pourra le dire exactement, mais il était là, on faisait des activités ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble et tout ça, avec ma maman aussi. Et puis, vers 10, 11 ans, il a beaucoup plus travaillé, pas parce que c'était une envie, parce qu'il était contraint aussi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, finalement, il y a 6 ans, quand Gaspard est né, avant que Gaspard naisse, moi, j'ai dit à Charlotte, mon épouse, moi, je vais prendre un 4/5e et je veux passer au minimum la moitié de ma semaine avec mes enfants. Parce que tu ne voulais pas reproduire. Oui, voilà, c'est ça. Et que j'avais cette chance-là de pouvoir dire, je ne suis pas obligé de travailler à 100%. Je peux me permettre financièrement de travailler à 80%. Et voilà, c'est ce que ça m'a permis. Et même aujourd'hui, même si je suis indépendant et je travaille pour moi-même,
le mercredi à midi, je vais chercher les enfants et jusqu'à 19h, je m'en occupe. Les différentes activités sportives. Après ce podcast, je vais chercher les enfants, on va à la piscine. Donc, c'est pour moi quelque chose d'important. Mais je sais que c'est une chance énorme de ne pas avoir eu le métier aussi pénible que mon père qui ramassait du lait dans les fermes. Et c'est un job, enfin, il faisait des centaines de milliers de kilomètres par an. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et ma maman, elle s'est occupée de nous. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui a 2 ans en moins. Je m'entends très bien avec lui d'ailleurs. Et ma maman s'est occupée de nous, même si pour ma maman, c'était assez difficile parce qu'elle a, elle a vécu des choses dans son enfance qui étaient difficiles pour elle. Et donc, elle a fait vraiment de son mieux. Elle était présente pour s'occuper de nous et tout ça. Mais c'est vrai que quand mon père a commencé à travailler plus, au début de l'adolescence où justement il y a besoin d'un cadre et tout ça, moi j'ai été à certains moments très très infect avec ma maman. Il y a quelques années, j'en discutais encore avec elle en m'excusant encore parce que je disais des trucs mais qui étaient... j'avais beaucoup de colère en moi, c'était très difficile de voir mon père qui travaillait énormément, que je ne vois pas, ma maman qui n'allait pas toujours bien parce que parfois elle a des dépressions et donc je me disais, mon père bosse beaucoup, ma maman n'est pas spécialement beaucoup là pour moi. Et donc, tu te sentais seul en fait? Oui, je me sentais seul et j'étais... en pleine crise d'adolescence? Oui, en pleine crise d'adolescence, sans repère. Et donc, voilà, j'ai eu des mots que je ne citerai pas maintenant, mais j'ai eu des phrases très difficiles vis-à-vis de ma maman où je m'en suis voulu longtemps. Après, on en a discuté. Et puis, c'est vraiment au début de l'âge, au début que j'ai commencé la fac, vers 19, 20 ans, ou plutôt vers 21, 22, que j'ai commencé à mieux comprendre les choses, même 23, 24, plutôt. Mais t'as pris un peu de hauteur. Oui, mais entre mes 12 ans et 20 ans, j'étais très froid dans mes propos, en disant, mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi maman ne travaillait pas, je ne comprenais pas pourquoi mon père travaillait autant, je ne comprenais pas pourquoi on ne partait pas en vacances comme les autres familles. Oui, tu vivais beaucoup d'injustices. Oui, voilà, et même, par exemple, quand c'était les voyages de fin d'année organisés par l'école, je savais que mes parents n'avaient pas quelques centaines d'euros pour m'envoyer au Maroc ou en Angleterre. Donc, j'ai toujours dit à mes copains de l'école, non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avais un petit peu honte de dire, vous savez, mes parents n'ont pas spécialement les moyens de m'envoyer là. Et donc, je reste en Belgique. Mais pour moi, c'était honteux, ça. Et je pense que le fait que l'argent était limité dans ma famille et qu'il fallait faire attention a fait qu'à un moment donné, durant mes études, j'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait, ce que je veux faire, c'est essayer d'avoir plus d'argent pour vivre des expériences chouettes, pour que ça soit plus un frein ou ce genre de choses. Parce que si mon père gagnait plus d'argent, il n'aurait pas été obligé de travailler 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. Donc ça a été assez difficile, mais voilà, ça fait partie de la vie, des apprentissages et que maintenant, à 59 ans, il a un accident de camion. Heureusement, il a eu des conséquences, mais il est toujours vivant. Mais c'est vrai qu'il a dû arrêter à travailler à 59 ans parce qu'entre ses 19 ans et 59 ans, il a fait que conduire des camions. Donc, c'était assez difficile. Et donc, c'est pour ça que mon grand-père, qui lui était marchand de paille et de foin, et mon père m'ont toujours dit, Grégory, tu fais des études. Et d'ailleurs, c'était source de tension parce que quand je ratais des examens à la fac, c'était tu réussis tes études, sinon après tu vas payer ton année supplémentaire, etc. Oui. Et donc, il y avait vraiment une vraie pression de dire si Grégory et Cédric, donc mon frère, arrivent à faire leurs études et réussissent leurs études, en fait, financièrement, ils vont gagner un peu plus d'argent que nous, parents. Ils seront plus à l'aise et voilà. C'était leur ambition, finalement, de vous offrir une vie qu'eux n'ont pas. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'on fasse les études. Mes parents n'ont pas eu l'occasion de faire des études universitaires pour différentes raisons. Et donc, c'est pour ça que finalement, eux, ils ont dit, on travaille autant et on essaye de faire des sacrifices, on part pas en vacances et tout ça pour vous payer la fac. Et après, vous réussissez parce qu'on n'a pas une année à mettre en plus, donc faites pas de bêtises. C'est ça. Et puis après, après vous travaillez, vous gagnez l'argent par vous-même et vous n'êtes plus dépendant de nous. Donc c'était un win-win. Mais ça a été effectivement... Je n'ai pas été un ado très, très sympa, mais j'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup d'incompréhension que j'ai compris 20 ans plus tard. Oui, c'est ça. Seulement après la naissance de Gaspard. Oui. Mais entre mes 14 ans et
31 ans, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, Ok. mais après, j'ai un petit peu mieux compris. Ok. Mais tu rêvais de quoi quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te faisait fantasmer? En fait, pendant très longtemps, c'était de faire le même métier que mon père. Ah oui. Parce qu'en fait, c'était le moment où je me retrouvais avec lui dans le camion, parce qu'à plusieurs moments durant les vacances, je me levais à 4 heures du matin, je partais avec lui et tout ça. Et j'avais, je sais pas, 10, 11, 12 ans. Et ça, j'aimais vraiment bien parce que c'était un moment de connexion C'est ça. seul avec mon père. Et pendant très longtemps, je lui ai dit, bah, papa, c'est très simple, je veux faire comme toi. Et là, des fois, il se mettait un peu en colère en disant, mais non, enfin, Non. Grégory, tu vois que c'est drôle là, une T'as journée pas avec compris. moi, mais c'est extrêmement difficile. Oui. Regarde comment je travaille, on se voit pas beaucoup, etc., etc. Donc, je rêvais pas, enfin, j'avais pas un métier rêvé ou une situation rêvée. Je dirais peut-être juste de plus de présence de mes parents. Hmm. C'était vraiment, voilà. Mais c'est maintenant avec le recul que je le dis. À ce moment-là, j'y aurais jamais pensé, quoi. Et ton histoire a forcément du coup impacté ta vie d'aujourd'hui et la façon dont le métier en fait que tu exerces aujourd'hui, Oui. ça a un vrai lien. Oui, c'est un vrai. Sur l'argent, c'est certain que c'est un vrai lien parce que Mais tu as aussi une passion, l'argent. j'ai une passion, mais en fait, il n'y a rien à faire. Dans ma famille, l'argent est extrêmement tabou. Ah Tu oui. vois, j'ai jamais su le salaire de mes parents et ce genre de choses. On n'en parlait pas du tout. Euh, et je me rends compte qu'aujourd'hui, le moyen d'échange qui est accepté par tout le monde, ce sont des billets ou des cartes bancaires. C'est l'argent. Mais si on ne parle pas d'argent, on ne peut pas mieux comprendre comment ne pas se faire arnaquer, comment mieux gérer son argent. Vu qu'on dépend tellement, entre guillemets, de l'argent, donc c'est important un petit peu d'en prendre soin. Et que moi, je voyais que mes parents n'en parlaient pas énormément. Donc, j'ai un peu pris un 180 par rapport à leur opposition. C'est que quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux et tout ça, je me suis dit, bah, c'est très simple. Pour moi, l'argent, c'est juste des nombres. OK? Oui. Donc, je vais dire combien je gagne, je vais Oui. dire combien j'ai en patrimoine, je vais dire combien j'investis tous les mois et tout ça. Et Ça, je tu vais... le dis sur tes réseaux. Ah oui, mais tu vas voir, tu peux voir que j'ai plus de 250 000 euros en bourse, que j'investis 2 000 euros par mois. Enfin, je parle d'argent, c'est juste des chiffres. Et sauf que pendant très longtemps, l'argent est tabou, mais pas uniquement dans ma famille, dans plein de familles et dans notre société. Et en fait, il y a plein de croyances liées à l'argent. Et en fait, l'argent, c'est juste pour moi un miroir. En fait, si tu es généreux, si tu as plus d'argent, tu seras plus généreux. Si tu es radin, si tu as plus d'argent, tu seras toujours aussi radin. Voilà, et c'est juste pour moi un miroir et des projections que des gens font. Et moi, je veux juste aider les gens en partageant. Parce que si on ne partage pas, mais peu importe, tu vois, que ça soit sur la parentalité, on en parlera certainement, mais sur ma dépression postpartum, si on ne partage pas sur les sujets et qu'on garde tout pour soi, en fait, on ne grandit pas. Non, on Donc, ne c'est peut pas pour ça évoluer. que sur l'argent, sur les investissements, sur la bourse, j'ai pris la décision de le partager. Et au départ, sur un cahier pour parler d'argent aux enfants, c'était assez mal perçu, Mm. un peu dans mon entourage, en disant, mais pourquoi parler d'argent aux enfants? Que maintenant, en fait, les gens, ils adorent parce que ton enfant, quand il va au restaurant ou quand il voit ton iPhone à 1 000 euros, en fait, pour lui, il n'arrive pas à mettre de la valeur, enfin une notion Ouais. d'argent en disant, en fait, c'est 1000 fois plus que ma bouteille de spa, par exemple. Mm. En fait, le fait qu'aujourd'hui tout soit dématérialisé fait que les enfants n'ont plus cette notion d'argent et ne se rendent pas compte que finalement, il faut de nombreux jours, voire nombreuses semaines de travail pour payer un iPhone. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est un Ta petit mission peu de vie. ma mission de vie, voilà. Moi, ma mission de vie, on est dans le même objectif, c'est de lever le voile sur un sujet ou sur l'autre. Mhm. Moi, ma mission, c'est de lever le voile sur la parentalité, sur les réalités des parents. Et du coup, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et te demander comment tu as rencontré ton épouse Charlotte. Alors, comment je l'ai rencontrée? C'était en 2012. C'était en 2012, en fin juin. Il y avait donc mon meilleur ami qui s'appelle François, qui est pharmacien, qui me dit il y a une soirée qui est organisée du côté de Nivelles chez une copine à moi qui a fait la fac et tout ça. Je dis c'est génial. Vous voulez venir? Je demande si vous pouvez venir. On y va. Et là, on voit une quinzaine de filles bien habillées, avec des talons et tout ça. Et moi, j'étais en t-shirt, en polo,
basket et puis la capuche. Et en fait, c'était chez les parents de Charlotte. Et on sympathise et tout ça, ça se passe très bien. Mais j'ai trop bu la soirée, donc à un moment donné, à minuit, je m'endors sur un fauteuil, je mets ma capuche, et ma future belle-mère vient et dit: «Et toi là, on dort pas ici chez moi comme ça?» Parce que les parents de Charlotte, qui n'étaient pas encore mes beaux-parents à ce moment-là, mais les parents de Charlotte étaient là. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. À ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui habitait en Suisse parce que j'ai fait un Erasmus de 6 mois en Suisse. Et finalement, on s'est rapprochés. À un moment donné, j'ai pris la décision de quitter l'autre personne pour proposer à Charlotte qu'on sorte ensemble. Et ça s'est bien passé. Et maintenant, ça fait 13 ans que nous sommes ensemble et bientôt 8 ans de mariage dans quelques jours. Donc, le temps passe vite. Le temps passe vite. Voilà, c'est ça. Avec énormément de chouettes moments, des moments aussi beaucoup plus difficiles, surtout après la naissance de Gaspard. Et voilà. Et elle travaille en tant que pharmacienne dans un hôpital. Elle essaye justement, c'est un métier assez difficile. Elle est en néonat et en pédiatrie, donc elle voit des situations parfois difficiles. Voilà, c'est difficile. Par contre, elle adore vraiment son travail et parler des médicaments, essayer de réduire la consommation des médicaments des gens et tout ça. Donc, une famille très engagée, chacun avec leur propre mission. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu as fait bonne impression tout de suite auprès des beaux-parents. Alors, après, c'était assez drôle parce que quand elle l'a annoncé, elle ne l'a pas annoncé directement. On est sortis ensemble le 24 octobre 2012 et c'est seulement quelques mois après qu'elle l'a dit à ses parents. Elle pouvait rappeler du coup voilà, c'est qu'il ça. dormait. Et puis elle dit, et puis moi je dis bonjour, c'est la première fois que je vous vois. Et ma belle-mère dit, tu sais, c'est pas la première fois qu'on te voit. Et je me souviens plus. Moi, j'avais tellement bu malheureusement que je me souviens plus effectivement que la maman de Charlotte m'avait fait une réflexion avec ma capuche et qu'elle m'avait soulevé la capuche en me posant une question, quoi. Donc voilà, eux s'en souviennent très bien. Une jolie anecdote, finalement. Voilà, c'est ça. Mais moi, voilà, j'étais tellement, peut-être un peu mal à l'aise d'être dans un environnement différent, que j'avais un peu trop bu. Et donc, voilà. On te le pardonne. Ça va. Quel rapport tu avais avec la paternité quand vous étiez jeune? Tu avais quel âge quand tu as rencontré Charlotte? On avait 23 ans. J'avais 23 ans. Et tu avais déjà une idée très précise de comment tu envisageais ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de je veux ou je ne veux pas être papa? Non, je m'étais jamais posé la question. Et on a vécu 3 ans ensemble en Belgique où elle faisait son assistanat en pharmacie et moi je faisais ma thèse de doctorat. Puis on est parti au Luxembourg en 2015. On s'est mariés en 2017 et c'est seulement en 2019 que Gaspard est arrivé. Et en fait, non, pendant plusieurs années, c'était on travaille, on fait des projets qui ont du sens pour nous, on voyageait un petit peu. Et puis, en fait, très rapidement, après le mariage, on en a parlé et c'était... Elle voulait que ça se fasse un petit peu avant le voyage de noces. Moi, je lui ai dit, on part 2 semaines faire un trip au Kenya, donc magnifique, safari et tout ça. Je lui ai dit, que tu sois enceinte là, c'est peut-être pas le bon moment. Donc finalement, on en a discuté, ça s'est fait après. Le mariage, c'était important pour vous? C'était une étape importante pour toi ou pour elle ou pour vous? Oui, c'était une étape vraiment très importante. Après, on était donc au Luxembourg et nos familles étaient à Namur et à Nivelles, donc elles étaient loin. Après, on en a rediscuté après cette mariée. On s'est dit, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps, parfois des tensions avec les parents, beaux-parents sur certains sujets, et aussi beaucoup d'argent. On va pas se le mentir. Le mariage. Le mariage, oui. pour une seule journée, payer plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc là, on en a beaucoup parlé après en disant, mais finalement, à la boutade, à certains moments, on se disait, ça aurait été tellement parfois plus simple de faire une chouette fête, mais plus petite, un petit plus comité, et finalement qu'il n'y ait pas des discussions surtout sur les fleurs, sur ci, sur là. Donc ça, c'était pas facile toujours à gérer, mais on avait l'avantage d'être à 1h30, 2 heures de route, donc on pouvait gérer beaucoup par nous-mêmes. Mais voilà, on était aussi dépendants de nos parents qui finançaient le mariage. Donc voilà, c'était vraiment... Mais c'était une étape par laquelle vous vouliez passer. Oui, voilà, c'était une étape où on voulait passer, on voulait organiser quelque chose de chouette, avoir cette belle aventure. Et puis pour nous, c'était assez clair qu'on voulait un enfant.
Charlotte peut-être était même un peu plus demandeuse à la base d'avoir 3 ou 4 enfants. Finalement, on en a 2 et aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 2. Après, on verra ce que la vie nous propose, mais voilà. Et puis après, ça s'est fait vraiment... On a eu beaucoup de chance avec la nature, ça s'est fait très facilement. Parce que du coup, vous êtes parti au Kenya faire votre voyage de noces. Et Quand puis, vous êtes revenu... elle a été enceinte juste après. Ah, elle est tombée enceinte Oui, juste ça a après. été très vite et puis on a eu beaucoup de chance. La grossesse s'est super bien passée. Je dirais, c'est juste au 8e mois où on voyait qu'il y avait un petit problème au niveau d'un des reins de Gaspard. Ah oui. Et puis après la naissance, ils ont refait une petite radio et le rein avait disparu. Donc ça a comme été par magie. Voilà, ça a été très stressant et tellement stressant lors d'une échographie pour moi, parce que je voyais le gynéco qui regardait, qui était un petit peu moins serein que d'habitude, que moi j'ai vraiment cru que Gaspard allait mourir à l'intérieur du ventre de Charlotte. Ah oui. Et j'y ai tellement cru que j'ai fait un malaise vagal. Je me suis retrouvé couché alors que Charlotte était les 4 fers en l'air. Je me suis retrouvé couché avec le gynéco qui tenait mes jambes en l'air pour que ça aille mieux. Alors maintenant, parce qu'en fait, donc ça c'était la fameuse grosse écho du 3e trimestre, j'imagine. Effectivement. Et donc là, ils se rendent compte que Gaspard a qu'un seul rein. Il y a un rein qui n'est pas bien développé et donc ils se disent qu'est-ce qui se passe? Ah oui. C'est un point d'interrogation. Et qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent et d'habitude ça durait 10-15 minutes, Oui, maintenant ça durait longtemps. Et là j'ai vraiment eu, en plus j'étais habillé en costume, cravate et tout ça pour un rendez-vous juste après et je suis vraiment tombé dans les... On en rigolait maintenant. Mais sur le moment c'était pas drôle. Oui, c'est ça. Sur le moment c'était vraiment... J'ai vraiment cru que Gaspard allait mourir dans le ventre de Charlotte. Et il n'y a rien de rationnel à ce que je dis, mais c'était vraiment... Moi, je voyais, je n'osais pas te poser de questions, et puis à un moment donné, je me sens partir. Et c'était la preuve. Je n'avais jamais fait de malaise. Et donc, moi, ça, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais mourir, en fait, là. Et puis, j'ai compris, ah non, mais je fais un malaise, il faut que je me couche et que je mette mes jambes en l'air. Et donc, le gynéco qui vient après porter mes jambes, la situation était cocasse. Mais ça m'a vraiment fait peur. Et c'est vrai que toutes les quelques semaines qui ont suivi après, avant la naissance, j'ai eu un petit peu peur, effectivement, comment ça va se passer durant la naissance et s'il fait une mort subite. Enfin, tu vois, j'ai vraiment eu... T'as des angoisses J'ai eu des angoisses qui sont venues, qui sont nées en me disant, mais et si mon fils vient mourir, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et c'est toutes des choses que tu n'avais jamais envisagées avant? Non, mais déjà, moi, par rapport à la mort, 1 ou 2 fois par an, je pense, entre guillemets, il y a des fois en me disant, si demain je ne me réveille pas et que je meurs, la mort me fait très peur, mais vraiment très peur. Donc, ça m'est déjà arrivé, peut-être 1 fois par an, de mettre plusieurs dizaines de minutes avant de m'endormir, tu vois, tellement j'y pense fort. Et là, le fait que ça soit la mort de notre enfant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Et après, j'ai été accompagné, je suis toujours accompagné par une thérapeute maintenant, mais j'ai fait pas mal de séances d'hypnose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis né, il a fallu de nombreuses secondes, mais je ne sais pas exactement combien de temps, mais j'étais entièrement mauve avec 3 tours de cordon autour du cou. Et ça, ta maman ne te l'avait jamais raconté? Non, elle ne m'avait jamais raconté. Puis elle m'a expliqué en détail la naissance et qu'eux-mêmes avaient eu un stress énorme que je sois mort-né à la fin dans le ventre de ma maman. Et donc, clairement, ce moment-là, d'ailleurs, quand j'en parle maintenant, j'ai mal au ventre. Alors, avant, je n'avais pas mal au ventre. Mais ce moment-là m'a tellement marqué que finalement, quand Gaspard est né, c'est comme si je revivais un petit peu ma naissance. Mais évidemment. Et donc ouais, ça a été vraiment une douche émotionnelle, une douche glacée que je ne connaissais pas. J'étais pas... Pour le rationnel, j'étais paré, mais pour l'émotionnel, en fait, je ne savais pas quoi. Et surtout, je n'avais pas de figure masculine autour de moi pour parler et de dire simplement, j'ai peur que mon enfant meure. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'osais pas en parler avec tes copains ou c'était vraiment juste personne n'était ouvert à la discussion ou comment? En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai été le premier dans mon groupe d'amis proches à me marier, à avoir des enfants et tout ça. Ah ouais, donc il y avait un décalage. Il y avait un décalage et c'était genre, ah oui, mais toi maintenant tu as la bague au doigt, tu peux plus rien faire et tout ça. Ouais. Donc il y avait vraiment un décallage. Finalement, tout le monde, entre guillemets, a suivi 2 ou 3 ans après, mais quand même, à ce moment-là, il y avait un décalage et j'avais peur. J'en parlais à Charlotte, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé à d'autres hommes et
à d'autres personnes même. C'était assez difficile pour moi. Si quand même un ami qui s'appelle Quentin, on en a parlé. Alors, il m'aidait comme il pouvait, mais lui n'était pas papa donc, et tout ouais. ça. Donc, voilà, c'est vrai que ça a été très... Enfin voilà, très angoissant Ouais. les quelques semaines avant la naissance. Toi, tu avais quel rapport avant la naissance de Gaspard? Quel était ton rapport à tes émotions? Tu étais assez connecté à tes Non, émotions? non, la réponse était, désolé de t'interrompre direct, mais c'était, Paf, direct, non, c'est non. non, Va pas plus loin. voilà, j'étais pas du tout connecté, je travaillais énormément, on faisait beaucoup de sport avec Charlotte, on faisait des choses, mais on parlait pas des émotions. Et j'ai jamais dans ma famille parlé des émotions, dire Donc, comment je me sens, même toi-même, ce est-ce que genre de parfois choses. tu te dis aujourd'hui, est-ce que tu étais capable de dire je me sens bien ou je ressens ceci ou Je prenais pas le temps de le faire. c'est ça. Et même, j'avais pas fait ce trajet-là. Par contre, quand Gaspard est né, effectivement, avant qu'il naisse, j'ai eu des émotions, je savais pas trop comment les gérer. Est-ce que tu étais quelqu'un d'anxieux ou angoissé? Non, Ah, pas du tout. non, plus. pas du tout. Et puis, il est né et je suis resté 2 ou 3 semaines à la maison, voilà, à m'occuper aussi de Gaspard en congé de paternité. Puis j'ai repris le travail et là, tous les jours, je pleurais pour aller au travail, hein. C'était vraiment, pour moi, c'était tellement difficile d'aller retravailler. Enfin, c'était vraiment une période, les 6 mois post-naissance de Gaspard ont été extrêmement compliqués. Et surtout, en fait, j'ai fait les cours avec Charlotte De de préparation, préparation avec des sages-femmes et tout ça. Vous allez voir, ça va être génial. La parentalité, l'allaitement, c'est génial. On parle de tout ça. Toi, tu étais fort de ces croyances-là, Et en oui, fait. oui. Et je me disais, ça va être génial d'être papa. Mais en fait, il y avait une partie de moi qui était, oui, c'est génial. Une autre partie qui disait, mais punaise, mais je me sens super mal, quoi. Ok, Donc, attends, tu vas trop vite. Ok, donc, la naissance. Parce que là, quand même, vous vivez déjà un premier bouleversement et là, tu te connectes pour la première fois, finalement, à tes émotions. oui. Je ne sais pas comment les gérer, mais effectivement, Ouais. je me connecte quelques semaines avant à mes émotions ou qui me font tomber dans les pommes. Ouais. C'est ça. Donc, quand même très fort comme réaction physique, en fait, à quelque chose qui va se produire. Donc là, vous êtes, j'imagine, un petit peu angoissé avant la naissance de Gaspard ou Plus moi que Charlotte. Ah oui, Charlotte est Mais rassurée. ce Est-ce qu'il y que a, le c'est médecin que vous rassure? le médecin nous rassure. Après, la maman de Charlotte est gynéco. Ah, Donc, ça qui aide aide. énormément. Donc, Charlotte, elle était beaucoup plus rassurée que moi. Moi, Parce qu'il y a mais pas je de le disais pas trop, Ah oui, moi, c'est tu ça. vois. Moi, je le disais pas trop, je le gardais pour moi. Et j'en étais pas toujours conscient. C'est ça. Et j'ai eu, oui, ce malaise-là. Puis je me suis dit quelques jours après, oui, c'est un malaise, c'est un malaise. Puis une Mais fois. j'ai pas... C'est vraiment le temps qui a suivi après la naissance de Gaspard où je me suis dit, punaise, il y a quelque chose à voir chez toi, quoi. Et la naissance, donc comment se passe la naissance de Gaspard? Alors, la naissance, c'est donc le 1er mai 2019. Mais c'est marrant Enfin, parce que tu sais que tu as dit la naissance, tu as oui. regardé en l'air et il y a des étincelles qui se sont mises dans tes yeux. Ah ben voilà. Mais c'était Enfin, je me souviens exactement comment ça s'est passé, hein. Fin d'après-midi, on a été à l'hôpital. On a été renvoyé de l'hôpital en disant, vous n'êtes pas prêts. On est revenu. Je prépare un spaghetti. Charlotte me dit, ça va pas, on y va. On laisse le spaghetti là, on va à l'hôpital. Et puis, en fait, Charlotte est rentrée. On est rentré vers 21h30 à l'hôpital et à 23h44, il était là. 2 heures. Oui, ça a été Pour un premier. Oui, ça a été très, 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 très vite. Charlotte, oui, ça c'est... hommage. Voilà. Et en fait, ça a été vraiment... Elle a percé la poche des os ou... Non, la poche des os n'était même pas percée, mais elle crevait de mal et donc on a été à l'hôpital. Et ça s'est vraiment très bien passé. Moi, j'étais à côté d'elle et c'était beaucoup d'émotions, d'excitation. Et en fait, c'est comme ça que je le sens, on était vraiment à nous trois sur notre petit nuage. Quand il est né, ouais. Voilà, c'est ça. Quelles étaient tes émotions quand tu l'as rencontré, quand tu l'as vu, quand il est sorti du ventre de Charlotte? J'essaye de me reconnecter parce que c'est pas facile, mais en fait, je me souviens... je me souviens avoir senti que c'est comme si on prenait une gomme et on effaçait, entre guillemets, le passé et qu'il y avait
enfin, que c'était une nouvelle vie, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était une sorte d'exploration d'une nouvelle vie où c'était pas une... Comme si tu commençais à respirer, ou- finalement. Peut-être, c'était pas comme une, comment dire, une excitation en disant yeah, il est là, mais c'était, je sais pas, quelque chose de plus fort, plus puissant en disant mais ah, enfin oui, je sais pas. Quand tu m'as dit comme si tu commences à respirer, je me suis dit oui, ça me parle, comme si c'est ou un second souffle, tu vois, C'est comme ça. s'il y avait un second souffle qui arrivait. Et après, ben, Charlotte l'a eu beaucoup sur elle. Moi, je suis resté dormir. On est resté 2 jours à Ça, tu l'hôpital. as eu conscience tout de suite de ce second souffle? Tu t'es senti bouleversé? Non, pas tout de suite. Pas tout de Non, suite. parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a tellement d'informations qui viennent où elle est là, puis on se retrouve à trois et on discute comment ça a été, on pleure un petit peu. Et puis après, les sages-femmes viennent, les infirmières viennent, Oui. les médecins viennent. Et donc, en Trop fait, d'infos. voilà, il y a énormément de choses où c'est difficile d'être... Déjà, en temps normal, c'est difficile d'être connecté à soi, mais là, encore plus Oui, difficile. évidemment. Et donc, là, ça a été... et puis, on a appris, on était très ouverts à l'écoute de ce que disaient les infirmières et sages-femmes. Et puis, quand on est revenu à la maison, là, on a pleuré toute une soirée. Parce qu'on se disait, mais on est seul maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce petit enfant qui a 36 heures, 48 heures? Et ma belle-mère était venue 24 heures et tout ça. Puis elle est repartie. Et puis on était là. Moi qui n'avais jamais pleuré quand ma belle-mère partait, là j'ai pleuré en disant, mais on Reste. fait quoi? Oui, restez, s'il vous plaît. Et donc là, ça a été assez... Enfin, oui, on sait. Mais il n'y a rien à faire pendant, je ne sais pas, 48 heures, 72 heures. On est tout le temps avec quelqu'un. Oui. Oui. Le maximum, c'est peut-être 1 heure seul, et puis il y a toujours de l'animation. Et là, on s'est retrouvés seuls, donc ça a été vraiment... Enfin, là, j'ai vraiment commencé à comprendre Le que... poids des responsabilités Oh, sur tes épaules. Voilà, et aussi le fait que la vie, c'est un déséquilibre permanent. Ouais. Je ne sais plus qui le disait, mais c'est vraiment ça de dire... Ben, finalement, il n'y a pas une situation stable et tu es chaque fois sur un fil. Parfois, ça tombe à gauche, parfois, ça tombe à droite, parfois, tu restes droit. Mais si tu cherches à avoir la stabilité dans une vie, c'est impossible. Et avec les enfants, ben maintenant, Gaspard a 6 ans, je l'expérimente tous les jours de voir, des fois, il est de bonne humeur, des fois de mauvaise humeur. Et quand on est à 2, il n'y a que 3 équilibres. C'est facile. L'équilibre individuel de chacun et l'équilibre commun. Quand on est à 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Il y a 6 équilibres. Quand on est à 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Là, tu m'as perdu dans tes Voilà, calculs. c'est 24 équilibres. C'est 24 équilibres quand tu es à 4. Et quand tu es à 3, tu n'as que 3 entités, les entités individuelles et l'entité du couple. Mais quand tu es à 4 dans une famille, tu as 24 entités différentes. Donc, c'est juste dire que en fait, les équilibres sont complètement déséquilibrés. Et il m'a fallu de nombreuses années pour l'accepter, mais le fait de l'accepter maintenant me permet d'avoir une vie beaucoup plus sereine, quoi. Mais là, tu viens d'éclairer un truc dans ma vie. Ah, peut-être. Mais vraiment, l'équilibre, en fait, l'équilibre n'existe pas. Ah non. Enfin, moi, je n'y crois pas, en tout cas. Je- Vraiment, là, aujourd'hui, je viens d'avoir ok, Une révélation. une révélation. Ok, et donc là, vous pleurez. Oui. Et alors? Et alors, après, on reste on va un petit peu en Belgique voir la famille, les amis. Mais le rein du petit, ça se passait bien. Alors, le rein du petit, on a la première échographie post-accouchement, quelques jours après. Et en fait, on se rend compte qu'il a disparu. Il n'existe plus. Ok. Et en fait, c'est un événement... c'est comme si... Ça existe vraiment? Il Oui, a oui. vraiment disparu? Ben, en fait, il était petit et à un moment donné, il est devenu tellement petit qu'il a disparu. Il a disparu dans le corps. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Et en disant, en fait, vous allez devoir faire un peu plus de contrôle pour l'enfant. Et idéalement, il ne faut pas qu'il fasse du rugby ou de la boxe. Et sinon, ça se passera bien. Oui, parce qu'on peut très bien vivre avec un rein. Voilà, sans aucun problème. Gaspard vit très bien maintenant, touchons du bois. Donc, pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que après qu'on ait vécu ce moment triste de se retrouver à 2 et tout ça, et de faire notre équilibre, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de pression sur l'allaitement. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, il fallait que Charlotte, je ne l'avais jamais dit comme ça, mais il fallait que Charlotte allaite énormément.
le plus longtemps possible. Toi, tu voulais ça. Oui, voilà, je voulais ça. Mais je ne sais pas pourquoi et d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Le lait, papa, Voilà, c'est ça. l'allaitement. Voilà, je ne sais pas, mais c'était vraiment comme ça. Et des fois, elle me disait, ah, mais j'ai envie d'arrêter, genre après quelques jours. Et j'étais là, mais non, il faut continuer, continuer. Et en fait, par mon comportement, hein, de manière indirecte ou directe, je lui mettais de la pression en disant, oui, mais non, évidemment. en fait, et je pense que c'est seulement 10 jours, 2 semaines après que moi, à un moment donné, j'ai tilté en disant, mais si elle est super fatiguée, si elle est à fleur de peau et tout ça, ben en fait, que je commence à donner du lait en poudre et qu'on fasse moitié-moitié et qu'on fasse ça. Mais c'est vrai que pendant quelques jours, je, dans Tu ma faisais un peu tête... de forcing. Ah oui, oui, j'étais vraiment... Enfin, c'était... Oui, c'était pas bien ce que je faisais, mais c'était vraiment dire, ben non, en fait... parce que ça lui faisait mal, elle est rousse, donc elle avait effectivement les tétons qui étaient à 100, et donc ça faisait extrêmement mal, mais moi je comprenais pas ça. Non. Et Toi, tu voyais juste le bénéfice que ça apportait à ton enfant. voilà, c'est ça. Mais je voyais pas en fait les contraintes, les souffrances de Charlotte. Et c'est seulement, je sais pas, peut-être après 10, 12 jours d'allaitement, que je me suis dit à un moment donné, mais si on passait un mix des deux, ou si, parce que sa maman lui en avait déjà parlé, l'avait jamais passé à l'action. Et à un moment donné, je lui ai dit une fois en plein milieu de l'année, je lui ai dit, mais dès demain, je prends le relais avec Gaspard, je donne des bibis et faut que tu arrêtes d'allaiter parce que là, ça va pas, tu as super mal et tout ça. Et là, elle m'a pas contredit ni rien. Souvent, elle peut me contredire, mais là, pas du tout. Et là, c'était, ben oui, on va faire ça. Et puis, et pour Harold, en fait, pour Harold, je pensais elle était 3 jours et puis c'était terminé. Mais dans ma tête, c'était Charlotte, tu fais ce que tu peux, ce que tu veux. Et puis après, je prends le relais, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais pour la première naissance... Oui, mais je ne peux même pas t'expliquer parce que ma maman, on n'avait pas parlé de parentalité avec elle. Mais dans ma tête, c'était vraiment genre, il faut que l'enfant soit le plus longtemps au sein parce que c'est bon pour lui. Et peut-être ou peut-être pas, mais c'est seulement après quelques jours où j'ai tilté. Ben, en fait... si elle donne à boire à Gaspard, mais qu'elle va mal, qu'elle se sent mal, que c'est une contrainte, Gaspard, il va le ressentir. Et donc, ça ne va pas être bénéfique. Non, tout à fait. Et donc voilà. Et toi, à quel moment est-ce que tu sens que les choses basculent de ton côté? Quand je commence à retravailler, au travail, ça se passe Parce bien. Que là, tu te mets à pleurer avant d'aller travailler. Donc le matin, quand je quitte Charlotte et Gaspard, je pleure, ça dure plusieurs semaines. Puis Gaspard rentre à la crèche et tous les matins, je le dépose à la crèche. Je vois qu'il ne veut pas y aller et je pleure tous les matins. J'appelle Charlotte qui a repris le travail et tout ça. Mais finalement, c'est à partir du mois de juin 2019 que je me sens mal. Je fais mon boulot et je reviens en fait. Et en revenant, je me dis, punaise, il faut encore... Une deuxième journée commence, en fait. Et en fait, Charlotte avait ce besoin-là d'être soutenue en disant elle avait passé une journée difficile et tout ça, c'était humainement difficile. Elle se retrouvait seule. Elle se retrouvait loin de sa famille, à 200 km. Donc, c'est pas comme si sa mère pouvait venir l'aider 2 heures. Ça. Et ça, je ne m'en rendais pas compte de la distance, que ça a eu un impact psychologique très, très important. Le fait qu'on soit au Luxembourg, elle était très triste. Pré-naissance, il n'y a eu aucun problème, mais post-naissance, ça a été extrêmement difficile à vivre pour elle. Et moi, je revenais d'une grosse journée de travail avec beaucoup de pression. Et oui, et je faisais des commentaires sur la cuisine n'est pas rangée, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est le désordre. Enfin, j'étais vraiment exécrable. J'ai vraiment été, dans mes mots, une crapule pendant quelques mois. Vraiment. Mais tu t'en rendais pas compte? Au début, non. Vraiment, au début, non. Et puis, il y a eu quelques clashs avec Charlotte. Peux comprendre. Mais vraiment si tu rentres et que tu lui dis meuf, t'as pas rangé la cuisine. Voilà, et parfois c'était genre où j'allais le ranger, j'allais souffler ou des choses comme ça, et je me mettais pas à sa place en fait. Je comprenais pas que dans ma tête c'était oui, parfois l'enfant il dort, donc on peut ranger, on peut faire du nettoyage, on peut faire du repassage, mais je comprenais pas. Tu comprenais pas. Mais à la fois donc c'est fou parce que donc tu quittes Charlotte et Gaspard, tu pleures, tu te sens pas bien, tu te mets en mode automatique, j'imagine, pendant la journée, tu travailles, tu gardes la face, tu fais ton métier de financier, tu rentres, là tout d'un coup, plutôt que d'être content, parce que du coup moi je pensais que tu allais me dire trop content de rentrer à la maison, mais à l'inverse tu me dis je suis exécrable avec ma femme,
est-ce que là, ça, c'est un symptôme de ta dépression, en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que je me sentais... J'étais exécrable. Et puis, avec Charlotte, il y avait... puis après, je comprenais, on se disputait et ça allait entre guillemets. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les parents, les grands-parents, d'autres personnes ont voulu venir voir Gaspard. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un autre que Charlotte, Gaspard et moi, j'avais l'impression que la personne voulait me voler Gaspard. Ah oui. Donc vraiment, j'avais ce sentiment-là. Très animal, très primaire. Oui, comme si Gaspard était ma chose, entre guillemets. Oui. Oui, c'est notre enfant, mais il ne nous appartient pas, en fait. Ça, je l'ai compris plus tard. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un venait juste le prendre, le faire des doudous, c'était comme si on m'attaquait. C'était comme si on m'arrachait quelque chose. C'était comme si on venait un petit coup de poignard dans le dos en disant Grégorine, laisse-nous un peu l'enfant. Et en fait, et dans ma tête, là, à ce moment-là, c'était très particulier parce que j'étais là, mais Grégory, pourquoi tu peux avoir ces pensées-là? Ils viennent juste dire bonjour et on ne va pas te voler ton enfant. Et il y avait une autre partie de mes pensées, c'était, mais pourquoi ils veulent lui faire des doudous? Moi, je ne l'ai pas vu pas beaucoup vu de la semaine, j'ai envie d'être avec lui et tout ça. Je me sentais vraiment envahi par rapport aux 3 semaines où on a été sur un nuage. Et tu verbalises ça? Non, je verbalise pas du tout. J'ai parfois des commentaires très déplacés vis-à-vis de mes beaux-parents ou ce genre de choses. Et là, après, ça rentre en clash avec Charlotte. En disant, mais pourquoi tu as fait ça? Tu as été exécrable. Tes parents sont venus ou mes parents sont venus. Mais toi, tu ne te reconnais pas non plus parce que c'est pas la personne que tu es. Non, et c'est très déstabilisant parce que, tu vois, tu as une partie de l'été qui se passe comme ça, plusieurs semaines. Et là, je me dis, mais c'est pas possible à un moment donné d'être super heureux, à un autre moment donné, quand il y a d'autres personnes, de se sentir oppressé, de se sentir menacé, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me sens vraiment très triste d'avoir ces pensées-là, tu vois, et ces émotions-là. Et puis Charlotte te rentre dedans. Et Charlotte me rentre dedans. Il y a des fois où je me souviens très bien d'une discussion où il discute avec sa meilleure amie, où limite c'était, mais on va divorcer. Tu vois, mais moi, j'étais censé dormir en haut, mais j'écoutais les conversations, c'était assez difficile. Et là, je me dis, mais Greg, c'est un moment difficile, mais c'est pas normal que tu te sentes mal autant. Et donc là, j'en discute avec Charlotte et je dis, moi, je vais aller voir un psychologue, un thérapeute ou quoi que ce soit. Parce que tu lui dis, je me sens mal, je suis désolée. En fait, là, à ce moment-là, je dis, mes attitudes ne sont pas du tout appropriées, c'est embêté. Parce qu'elle te confronte et toi, tu acquiesces. Et à un moment donné, au départ, c'est difficile, donc je rentre dedans aussi. Et puis, quelques semaines après, je me rends compte qu'elle a entièrement raison et que je ne suis pas, entre guillemets, comme avant, qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Il y a quelque chose, il y a un grain de sable dans l'engrenage. Et donc, mais je me sens mal aussi et je me dis, mais je ne peux pas continuer, ça fait 2 mois et demi, 3 mois que Gaspard est né, je ne peux pas continuer à aller mal. Donc là, à ce moment-là, je prends la décision d'aller voir quelqu'un. Déjà, ça m'apaise parce que vu que ma maman est très dépressive, j'ai toujours rejeté sa dépression. Donc j'ai toujours rejeté les psychologues, les thérapeutes et tout ça. Moi, ça n'existait pas pour moi. Sauf qu'en été 2019, Charlotte, on se pousse tellement dans nos retranchements qu'à un moment donné, je dis, oui, maintenant, il est temps que j'aille voir quelqu'un. Et là, vu que je suis très cartésien, je fais 5 appels d'offres, entre guillemets. Je vais voir 5 personnes différentes. Et puis que je connecte très bien avec une personne qui s'appelle Isabelle et avec qui j'ai commencé au mois d'octobre un accompagnement qui a duré plus de 4 ans. Quoi. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu la rencontres? Comment tu expliques ton état? Quels mots tu mets sur ton comportement et ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Ce que je lui dis, c'est que Gaspard est né en mai. Depuis lors, je me sens super mal. Et en fait, je lui dis que je me sens super mal et que j'ai l'impression qu'on va me le voler, que j'ai ce sentiment de possession, etc., etc. Et je lui dis, j'ai besoin d'aller mieux, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'était aussi important de trouver quelqu'un, je sais pas, mais vu que j'ai jamais recherché de thérapeute ou de psychologue, je savais pas trop comment faire. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller près des gens et je vais me laisser sentir. Puis, j'ai testé certaines personnes, ça n'a pas fonctionné. Et avec cette personne-là, enfin, Tu t'es senti oui, enveloppé. en fait, je me suis senti bien et on a commencé, quoi. Et Vous avez commencé quoi? ben, la deuxième session, on est revenu enfin, non, pas la deuxième. Euh, Là, elle m'a parlé de notre âme, notre cœur, notre enfant intérieur. Ah. On a parlé de tout ça. Euh, Ça résonnait en toi? Ben, ça commençait à résonner. Et puis, à la deuxième session, troisième, je pense qu'on a été directement revivre, sous format d'hypnose, ma naissance, quoi. Et ma naissance, je me souviens exactement comment je le sentais. C'était comme si je suis sur une chaise maintenant et que je fais des cumulés en arrière et qu'à un moment donné, je vais me fracasser la tête sur le sol et je vais mourir. Je ne sais, j'ai ressenti ça durant une hypnose. Et en fait, à chaque fois, parce qu'on se voyait quand même toutes les 2 semaines au début, il y avait des choses en plus. Et que ce qui était chouette, c'est que tout était relié. Mes émotions que j'avais à ce moment-là ou mes discussions que je pouvais avoir ou comment je me sentais, mais c'était relié aussi à mon enfance, à comment moi j'ai vécu le fait d'avoir ma maman, mon papa, comment j'ai vécu ma naissance. Et que, enfin, il n'y a rien à faire. Ça m'a fait énormément de bien et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire ben, les émotions, c'est important et que j'ai toujours envie d'aller voir une fois par mois quelqu'un pour partager comment je me sens, au minimum. Et encore maintenant, on pourrait dire, entre guillemets, tu n'en as pas besoin, mais si le fait de pouvoir avoir une fois par mois Un espace. un espace sécurisé, une soupape de décompression où je vais partager comment je me sens, ben pour moi, c'est tellement... C'est devenu presque vital oui, finalement. pour moi, c'est devenu vraiment vital et ça me permet de faire ou de ressentir des trucs sur lesquels je ne suis pas aligné ou des choses qui me tendent plus à certains moments que d'autres. Et c'est vraiment les mois qui ont suivi la naissance de Gaspard où j'ai commencé à prendre conscience des émotions et de l'impact des émotions et comment je me sens. Mais ça a pris énormément de temps, avec beaucoup de sentiments de culpabilité. Enfin, vraiment, mais j'ai commencé le chemin et c'était assez difficile parce que, ben voilà, dans ces sessions-là, quand on te parle de cette notion d'amour inconditionnel qu'une mère peut avoir pour son enfant, quand tu fais une introspection sur comment toi tu as vécu ton enfance, sur les moments difficiles, enfin, tu reviens sur j'ai revécu des moments où j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois, durant Ah ces oui. sessions-là, et des événements où j'y avais plus pensé pendant 30 ans, et comme de par hasard, à ce moment-là, ils reviennent. Et là, tu dis, mais par tout ce que tu es passé, tout ce que tu as engrangé et qui n'est jamais ressorti, en fait, ben à un moment donné, c'est ressorti n'importe comment à la naissance de Mais Gaspard. en fait, Quoi. c'est comme si tu avais mis en fait toute une partie de ta vie dans une petite boîte que tu avais laissé bien et que tu l'avais fermée à double, triple, quadruple tour. Et à la naissance de Gaspard, Ça, c'est ouvert. elle a explosé. Et donc, tu Oui, t'es retrouvé submergé et bouleversé par des émotions que oui, tu ne voilà. connais pas. Que je connaissais pas et des souvenirs de moments douloureux, de moments difficiles, de enfin, je me Oui. souviens vraiment de ces premiers mois d'accompagnement où à chaque fois, en sortant, je vivais, oui, des choses que j'avais dites ou que j'avais vécues qui étaient tellement intenses sur mon enfance, mais qui a eu un impact sur, effectivement, sur comment moi je réagis en tant que parent, ou même le fait de, je suis jamais fier quand je le dis, mais j'ai beaucoup de culpabilité en le disant, mais ça m'est arrivé de mettre plusieurs fois des fessées à mes enfants. Et je suis contre ça, mais vraiment contre. Mais il n'y a rien à faire. Vu que j'en ai eu quand j'étais enfant, ben, à certains moments, j'ai pété des câbles et je suis revenu à l'instinct grégaire plutôt que de reculer, respirer, réagir. Mhm.
Mais j'ai mis des fessées. Oui, ça m'est arrivé. Et j'en suis pas du tout fier. Mais donc, l'éducation que j'ai eue aussi, les paroles, les gestes et Évidemment. tout ça, et moi, je pensais que on éduquait un enfant comme ça. Oui. Sauf que, mais je ne voulais pas le faire et je ne savais pas comment faire. Et donc, je me suis ouvert à la parentalité bienveillante, à de nouvelles choses. Mais c'était tellement profond en moi que quand je mettais une fessée à un de mes enfants, je pouvais en pleurer, entre guillemets, pendant des jours et ne repenser qu'à ça pendant des jours en disant, mais tu dénonces ça, mais tu n'arrives pas à le faire toi-même. Oui. Comme s'il y avait quelque chose de plus fort, un aimant qui était là. Et donc, ça a été vraiment la caverne d'Ali Baba des émotions qui s'est ouverte. Et la seule façon de gérer ça, c'est d'être accompagné. Parce que moi, je ne me sentais pas capable. Ça crée des tensions en moi, ça crée des tensions avec mon enfant, ça crée des tensions avec Charlotte. Et s'il y a des tensions avec Charlotte, il y a des tensions en moi. Je suis moins présent pour l'enfant. S'il pleure un petit peu trop, ben, je vais le redéposer et ça m'embête. Et donc, je suis moins présent pour lui. Donc, voilà. Mais j'ai eu... Enfin, oui, j'ai eu... Je sais pas pourquoi... Enfin, Charlotte m'avait dit aussi, ben, c'est important que tu ailles voir quelqu'un. Au début, j'avais dit non, non. Quelques jours après, je me suis vraiment dit, mais si, elle a raison, il faut que j'aille voir quelqu'un parce que je ne peux pas rester seul et c'est pas à Charlotte à gérer tous mes problèmes. Il faut que j'aille justement déposer et avoir un environnement où je peux déposer ce que j'ai envie et que ça restera entre la personne qui m'accompagne et moi, quoi. Mais j'ai envie de te remercier pour toute ta Vraiment, je vais pleurer, je pense. Ah là là, je suis hyper touchée. Vraiment. Par ta franchise, par la façon dont tu as pu prendre de la hauteur, la remise en question que tu as faite par ce parcours, ce chemin qui est absolument bouleversant, parce qu'on a l'habitude de l'entendre de la bouche des femmes, pas de la bouche des papas. Merci, vraiment merci pour la confiance. C'est vraiment entre de bonnes mains. Oh, je suis... Avec grand plaisir, mais merci pour le cadre aussi que tu mets, tu vois, parce que ça permet de pouvoir se livrer sans jugement, même si je sais que peut-être certaines personnes de mon entourage vont écouter, vont être surpris, mais au début, c'est assez mal vu, tu vois, quand je dis à certaines personnes, je vais voir un psychologue, c'est « Ah oui, t'es malade et que ça va pas », mais que finalement, c'est ma maman avec qui moi j'avais beaucoup de désaccords, où je me sentais en colère pendant très longtemps contre elle. Quand je lui ai dit que j'allais voir quelqu'un, elle m'a dit « Mais c'est génial, puisque elle, ça fait 20-30 ans qu'elle voit quelqu'un et qu'elle partage ses émotions. » Elle m'a dit « Mais oui, c'est Grégory, si tu vas pas bien, c'est super chouette d'aller voir quelqu'un. » Mon père, mon père, pour lui, aller voir quelqu'un pour parler de comment il se sent, c'est inenvisageable. Voilà, c'est inenvisageable, même s'il s'ouvre un peu sur le sujet, mais il n'y a rien à faire. J'étais vraiment dans un contexte où, oui, ma maman était ouverte, mais c'est vraiment cette tension-là où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Soit je tente une thérapie et je suis accompagné par quelqu'un qui m'aide, ou soit je vois plus mon enfant, je vois plus Charlotte, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Donc, à un moment donné, j'étais tellement, oui, exécrable et tout ça, et Charlotte qui n'avait pas le soutien et ce dont elle avait besoin. Ce dont elle avait besoin. Elle souffrait aussi en parallèle. Elle souffrait. Vous étiez tous les deux en train de souffrir. Voilà, et qu'à un moment donné, c'est vrai que ça a été, oui, juin, juillet ont été très compliqués. À partir du mois d'août, j'ai un peu déclenché et c'est seulement septembre, octobre, après que j'ai rencontré quelqu'un. Il y avait encore cette tension en moi, mais je me sentais de plus en plus apaisé et après, je savais aussi que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais en discuter sans problème parce que c'est pas le rôle. Est-ce qu'elle, elle a mis des mots sur ce que tu vivais? Un diagnostic? Non, un diagnostic, oui, elle a parlé de la dépression postpartum et elle m'a expliqué que 10% des hommes sont touchés par cela parce que quand l'enfant naît, il y a tout pour l'enfant, beaucoup pour la maman et le papa, il est là pour les choses logistiques et ce genre de choses. Et comment il se sent au fond de lui, on n'en parle pas trop. Et donc, c'est à ce moment-là
quelques mois après la naissance de Gaspard, où elle me dit, en fait, ce que tu as vécu, Grégory, c'est une dépression postpartum. Et pour moi, dans ma tête, j'avais toujours entendu pour les femmes. Oui. Je sais qu'une femme sur 3, je pense, est touchée par là. Et même Charlotte et ma belle-mère m'avaient dit, tu sais, Grégory, Charlotte peut se sentir mal pendant plusieurs semaines. C'est normal, c'est désagréable, mais il faudra que tu sois fort, que tu sois soutenant. Mais en fait, elle n'a pas vécu une dépression postpartum ou légèrement, mais que en fait, c'est moi qui ai vécu ça. Et ça m'est tombé dessus, tu vois. C'était pas du tout, à aucun moment, moi qui, quelques mois auparavant, je m'étais jamais dit, entre guillemets, Grégory, comment tu te sens aujourd'hui? Ben, je me rends compte que je suis en dépression postpartum et que je me sens mal alors que j'ai un job où je gagne de l'argent, j'ai une maison, j'ai T'as une tout pour femme, être j'ai heureux. un enfant. Sur le point de vue rationnel, mais Grégory, de quoi tu te plains? T'es marié, t'as un enfant, ça s'est super bien passé. Mais je me sentais mal, quoi. Et en fait, mal d'avoir ces pensées-là, ces pensées de possession, ces pensées de on va me voler mon enfant, et que finalement, tout avait un lien sur comment ma maman aussi a vécu sa grossesse. Comment moi, in utero, j'ai ressenti les émotions de ma maman. Est-ce que j'étais, là je mets un point d'interrogation, mais est-ce que j'étais un enfant désiré ou pas? Enfin, toutes des choses comme ça qui reviennent mettre en perspective Tout à sur les émotions que j'ai vécues là. Elles ne sont le fruit que des émotions que j'ai pu vivre par le passé et des moments traumatisants que j'ai pu vivre, Expérimenter, oui. expérimenter, Et que tu n'as jamais processé. que j'ai jamais processé. Et ma maman a vécu une dépression postpartum carabinée. Ben, en fait, de manière inconsciente, vu que j'étais un bébé à ce moment-là, j'ai joué le rôle d'éponge. J'ai absorbé tout ça. Sauf que c'est ressorti 30 ans après, pardon. Et voilà, mais j'ai eu beaucoup de chance que Charlotte me challenge, me défonce, et j'en avais bien besoin, qu'elle me dise à un moment donné, ben Grégory, il faut que tu ailles voir Elle-même quelqu'un. était solide, en fait. Oui, elle-même était extrêmement solide. Elle-même me dit, Grégory, il faut que tu ailles voir quelqu'un, et que ça me confronte, et à partir de ce moment-là, j'y pense tous les jours, puis quelques semaines après, je dis, maintenant, il faut que j'y aille. Enfin, c'est même pas un mois, c'est 2-3 semaines après. Je prends des rendez-vous. Parce que je t'ai coupé au moment où tu disais j'ai cette chance d'avoir cette thérapeute parce que c'est pas le rôle, tu allais dire à mon avis que Oui, c'était. c'est pas le rôle de Charlotte, en fait. Et c'est pas Et le tu rôle. attendais ça d'elle? Inconsciemment, je pensais que ce problème-là, sur comment je me sentais, pouvait être résolu en discutant en discutant seulement avec Charlotte. Mais c'est pas à Charlotte, en fait, Je vais mettre plus de pression encore. et d'accueillir toutes les blessures que j'ai pu vivre. Et c'est pas, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais ce ne sont pas des blessures physiques ou ce genre de choses, mais il n'y a rien à faire dans la vie de chacun. On vit des moments plus difficiles émotionnellement, et il y a certaines blessures qui se créent dans notre cœur, dans nos émotions et tout ça. Et en fait, moi, j'en ai vécu, et quelqu'un d'autre qui aurait vécu les mêmes situations aurait vécu d'autres blessures, et c'était pas à Charlotte. Et donc, c'est elle qui, à un moment donné, me dit, Grégory, si ça va pas, va voir quelqu'un, même si elle avait un avis très tranché sur les psychologues à ce moment-là, parce que dans sa famille, on n'était pas très ouvert à ce moment-là à ce sujet-là. Et puis, c'est quand elle m'a mis ce mot-là à l'oreille, je me suis dit, là maintenant, 2-3 semaines après, j'ai pris 4 rendez-vous, un par semaine pendant 4 semaines en septembre, et fin septembre, j'avais ma thérapeute, quoi. Et c'était vraiment vital, quoi, parce que c'était soit ça, et je testais, tu vois, et oui, c'était payant, mais voilà, je testais, ou soit je continuais à me sentir mal, je savais pas comment réagir, et je comprenais pas, enfin, j'avais jamais été, pardon de t'interrompre, mais Non, j'avais vas-y. jamais été possessif, entre guillemets, avec Charlotte avant, en disant, ben, tu ne sors pas, tu vas pas avoir d'autres gens, ce Parce genre que de ça allait choses. jusque-là. Non, mais j'étais possessif Oui, dans c'est le ça. fait avec notre enfant. Oui. Tu vois, c'était genre,
ben non, pourquoi ta meilleure amie, elle va pas venir, elle veut venir, ou tes parents, ils veulent encore voir l'enfant, ou alors on va chez mes beaux-parents en Belgique, reste là plusieurs jours, et il y en a tout pour l'enfant, et moi, Ah, c'est ça. je me sens pas à ma place. Et donc, moi, ça ruminait énormément en moi. J'y pensais pas trop durant le boulot, mais il y a rien à faire. Je reviens après une journée de boulot de stress, et ben ça revient, et, euh, et, et donc, ça a été vraiment, oui, des montagnes russes Sans émotionnelles. blague. Et après, même maintenant, depuis qu'on a déménagé, qu'on est revenu en Belgique, j'ai, avant qu'on déménage, j'ai retrouvé quelqu'un, quoi, pour m'accompagner, C'est pour ça. aller partager. À chaque fin, il y a quelques jours, mon papa, on a dû lui mettre en urgence de stent. Eh ben, en allant le voir, j'ai pleuré dans la voiture. Et 3 jours après, j'en discutais avec ma thérapeute, tu vois, en disant comment je me sentais, qu'est-ce que j'avais envie C'est de dire ça. à mon père. Et au moins, ben, je sais que parfois, en fait, on est tellement pris dans la vie du quotidien, surtout maintenant avec les enfants, les organisations familiales, avec le sport, avec le boulot, que, ben, en fait, quotidiennement, prendre quelques minutes pour soi sur comment on se sent, c'est difficile. Et que je me suis dit, mais maintenant, une fois par mois minimum, ben, chaque semaine, je prends du temps pour moi, pour faire du sport et tout ça, mais une fois par mois, je vais partager comment je me sens. C'est ça. Et il y a des fois où je me sens même mal en voiture maintenant ou ce genre de choses. Je vais ouvrir mes 2 fenêtres, je vais crier, je vais extérioriser parce que j'ai appris un peu mieux à les appréhender, à les gérer, qu'avant, ça prenait une place énorme. Et en fait, j'avais des phrases ou des comportements complètement inappropriés. Et, et en fait, et après coup, je m'en rendais compte. Tu vois, j'étais là, mais non, c'est pas juste. Mais pourquoi je le fais? Donc, dans ma tête, c'était vraiment. Hmm. euh, J'étais tiré entre ces deux Oui, c'est ça. parties-là. Donc, Toujours entre la culpabilité et l'impulsivité du moment où il y a des choses que tu ne contrôles pas qui sortent en voilà, fait. et qui sortent et que Et j'ai tu t'en réagi comme veux. ça parce que j'ai vu ça par le passé quand j'étais enfant, Oui. en me disant, bah oui, c'est la bonne manière de faire, sauf que ça correspond pas à mes attentes, mais je l'ai Hmm. jamais vécu. Donc, faut savoir que pendant 25 ans, j'ai adopté les systèmes de protection et de défense de mon papa et de ma maman. Et c'est seulement bah, depuis effectivement une dizaine d'années maintenant qu'on est parti au Luxembourg que j'ai découvert à agir pour moi-même en fonction C'est de ça. moi. Et c'est normal que les 20-25 premières années d'une vie, on a 2 référents, le référent du papa et de la maman. Mais qu'il y a des choses, en fait, ben, dans mon comportement qui n'étaient pas appropriées. Et même parfois encore maintenant, dans mes freins, enfin, je peux... je ne sais pas si je suis plus sous tension, plus fatigué ou tout ça. Dans ma tête, je peux dire non, Greg, là, t'es un peu trop ci, t'es un peu trop contrôlant Hmm. ou fais attention à ça. Et je, comment dire, j'apprends à identifier un comportement qui ne serait pas aligné avec moi-même, quoi. Oui, Mais je sais que c'est un travail entre guillemets permanent et que chaque mois, je vais aller voir quelqu'un pour c'est ça. partager comment je me sens. Et si demain, je dois aller voir une autre personne parce que cette personne-là vient à partir, ben, j'irai voir une autre personne parce que en fait, c'est devenu vital de partager comment je me sens maintenant. Oui. Et si je le fais pas, ben, euh, mais, euh, enfin, il n'y a rien à faire. Une personne qui est là et qui est formée pour, elle est capable d'écouter, elle va écouter son jugement et elle va essayer de nous guider un petit peu, mais surtout que nous, on trouve la solution. Euh, et, et au moins, on peut parler de tout, quoi. On Oui. peut parler de ses enfants, son épouse, ses parents, ses beaux-parents, et il n'y a aucun Il n'y filtre. a Et aucun donc, filtre, ouais. voilà. Tu peux vraiment tout déposer. Mais pour autant, vous avez quand même, après ces grosses difficultés, ce bouleversement que vous vivez tous les deux, que tu vis, vous remettez le couvert. On remet le couvert, on a la chance que ça se passe super Et bien c'est une aussi. vraie discussion que vous avez. En fait, comment dire, il est né en juillet. Parce qu'ils n'ont qu'1 an de Ils ont différence. 14 mois, effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on en rediscute en octobre, où on part en vacances, où ça va déjà beaucoup mieux, enfin, petit à petit mieux, pas beaucoup mieux, mais petit à petit mieux. Et Charlotte me dit clairement, bah, j'aimerais bien être, avoir un deuxième. Et moi, ça a été challengeant aussi pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que mon cœur ne pouvait pas accueillir 2 enfants.
que je ne pourrais pas aimer Harold autant que Gaspard. Et donc, au départ, j'étais là, oui, c'est pas le moment, mais tu sais, moi, je suis pas encore stable, ou je trouvais des excuses. Mais en Et fait, ta vraie peur, c'était une question. en fait, oui, moi, la vraie peur, c'était vraiment le fait de dire, mais euh, est-ce que je vais l'aimer autant que Gaspard? Est-ce que je vais, est-ce que je vais aimer autant Gaspard après la naissance du deuxième que maintenant? Et j'avais vraiment cette impression-là que mon amour, ou l'intensité de mon amour serait divisée par deux. Euh, et donc, c'est vrai que j'ai retardé, on va dire ça comme ça, pendant plusieurs semaines, parce que, et qu'à un moment donné, mais ça s'est fait. Et quand Charlotte me l'a appris, elle était super heureuse, et moi, j'étais pas spécialement heureux. Et puis là, ça a été source de tension, mais tension positive, parce que je lui ai expliqué pourquoi. J'ai pu mettre des mots dessus. Ouais, c'est ça. Euh, Ce qui était déjà un énorme chemin. un énorme chemin par rapport à avant, effectivement. Mais c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, je me souviens très bien encore comment c'était. Elle saute de joie et tout ça. Et moi, je saute pas de joie comme c'était avec Gaspard. Et émotionnellement, je suis certain qu'Harold, il l'a ressenti. Ouais. Ma conviction. Euh, et, et pendant de nombreux mois, je m'en suis voulu. Et même quelques mois après la naissance d'Harold, je lui ai expliqué ça. Il, je veux dire, il comprenait les émotions, même s'il ne savait pas parler, mais il comprenait. Et je lui ai dit, mais tu sais, au départ, j'avais peur de pas t'aimer, quoi. J'avais pas peur de pas t'aimer autant que Gaspard, de pas être autant présent, etc., etc. Donc il y avait énormément de peur en moi, où Charlotte, fonceuse comme elle peut être, elle dit oui, mais les peurs, t'inquiète pas, ça va aller. Et que finalement, ben, ça s'est été tellement vite que quand elle m'a dit oui, je suis enceinte, ben, c'était les peurs qui reviennent. Sauf que là, j'ai pu être accompagné directement. J'ai pu directement en parler. Et donc, à plusieurs séances, j'ai commencé à pleurer, mais beaucoup de culpabilité, c'est pourquoi je ne suis pas heureux d'entendre cette nouvelle-là. La naissance a été incroyable, j'ai été super heureux et tout ça. Mais les quelques semaines qui ont suivi l'annonce je suis enceinte, ça c'est venu à nouveau. J'étais en train de me reconstruire et c'est venu me déconstruire à nouveau et me dire comment je vais accueillir un deuxième enfant alors que moi-même je me sens pas encore super bien et que j'ai peur de pas l'aimer autant et tout ça. Et heureusement là que j'étais accompagné et que là j'ai pu comprendre qu'on peut avoir un amour inconditionnel pour ces deux enfants et les aimer et que notre cœur, il est extensible à l'infini. Et, mais au départ, j'ai mis de nombreuses semaines à vraiment, pas le comprendre intellectuellement, mais vraiment l'intégrer au fond de moi sur comment je me sens et sur comment je pourrais aimer, parce que c'était aussi dire, ben, en fait, je vais peut-être culpabiliser. Gaspard, il a passé beaucoup de temps rien qu'avec nous deux, mais avec Harold, je ne vais pas pouvoir faire du pot à pot pendant 3 heures parce qu'il y aura son son frère de 14 mois qui sera là. Et, et après, quelques mois après sa naissance, à Harold, je lui ai parlé de comment je m'étais senti à sa naissance et qu'il a peut-être ressenti que je ne l'accueillais pas. Donc voilà, c'était un apprentissage mais c'était assez... Allez, là, j'en parle de manière plus rationnelle, mais à ce moment-là, c'était vraiment... Je pense que je voyais ma thérapeute toutes les 2 ou 3 semaines parce que c'était intense ce que je vivais. Et heureusement qu'elle était là. Et il n'y a pas de hasard. J'ai vu 5 thérapeutes et c'est la 5e qui était, entre guillemets, la bonne pour moi et qui m'a permis de mettre des mots. Et on était vraiment sur aussi tout ce qui est thérapie un peu alternative avec des hypnoses, avec entre guillemets, des jeux de rôle sur comment on se sent et ce genre de choses. Et ça m'a vraiment aidé. Et depuis lors, finalement, nous, on est parti du Luxembourg quand Gaspard allait avoir 5 ans. Ben, pendant presque 4 ans et demi, j'ai été suivi par quelqu'un toutes les 2 à 4 semaines, quoi. Et ça m'a énormément aidé. J'ai envie de te poser une dernière question. 2 questions. Quel papa es-tu aujourd'hui? Quel homme es-tu aujourd'hui? Et comment tu vas? Un vrai, ça va.
Alors, quel papa je suis aujourd'hui? Par rapport au papa Oui, du premier jour, aujourd'hui? pour moi, je dirais, je suis un papa qui ferait tout, entre guillemets, pour ses enfants. D'ailleurs, quand mes enfants partent 3 4 jours avec Charlotte, style en week-end avec mes beaux-parents ou tout ça, c'est un déchirement énorme pour moi, tu vois, ne pas voir mes enfants pendant quelques jours, tout en partageant les limites. Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer ça. C'est que de 7 heures du matin, les enfants se lèvent à 7 heures ou 6h30, jusqu'à 19 heures à 19h30. S'ils veulent jouer tout le temps avec moi, je suis un peu anti-écran, mais donc s'ils veulent jouer tout le temps avec moi, je peux être tout le temps disponible le samedi. C'est vrai que le soir, je leur ai dit à plusieurs reprises, le soir, moi j'aime bien qu'à 19 heures on monte, 19h30 vous fassiez dodo, comme ça j'ai la soirée avec maman tranquillement. Et donc, ça m'est déjà arrivé de m'énerver, de me sentir énervé, de leur dire, écoutez les cocos, là vous exagérez, il est 8h, 8h30, vous dormez toujours pas, là ça va pas. Et j'élève la voix et je dis, non, enfin c'est terminé. Et je pète entre guillemets un petit câble, gentiment, mais un Oui, petit oui. peu. Mais je leur explique Tu mets vraiment un sur... cadre. Ben, en fait, je leur explique que je me suis occupé de vous toute la journée. Maintenant, moi, j'ai besoin de m'occuper de moi et d'être avec maman. C'est ça. Donc, en fait, et parfois, on peut dire que je peux être laxiste ou ce genre de choses, peu importe ce que les gens pensent. Le plus important, c'est pour moi, d'expliquer aux enfants comment je me sens. C'est ça. Donc, des fois, ça m'est arrivé, il y a quelques années, j'avais mis une fessée à un de mes enfants, que 30 minutes après, j'allais me balader avec lui à pied ou dans une petite poussette et de pleurer, de lui expliquer pourquoi j'avais fait ça et que je me sentais et que je lui expliquais en fait que j'arrivais pas, que c'était pas de sa faute en fait, c'était que moi j'avais des émotions et que j'ai appris ça par le passé, j'ai subi ça et que je trouvais pas de manière. Donc le fait d'exprimer mes émotions avec les enfants, mes enfants doivent pas être là pour entre guillemets résoudre mes problèmes ou mes émotions, mais de pouvoir dire expliquer comment je me sens, expliquer s'il y a quelque chose que, tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé de parler fort sur un enfant, et juste après dire, je suis vraiment désolé, j'ai parlé trop fort, là, c'était pas ce que je voulais. Et, euh, et comment je vais aujourd'hui? En fait, euh, je vais rebondir sur ce que j'ai dit au début. Euh, Aujourd'hui, j'ai compris que ma vie sera toujours en déséquilibre, que avant, j'étais tellement borné sur avant d'aller dormir, il faut que ma cuisine soit rangée, etc., etc., et que maintenant, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment moi je me sens, d'essayer d'aller le mieux possible. Et si je vais le mieux possible, je suis présent pour mes enfants et pour mon épouse. Euh, mais il y a certains jours où je vais moins bien que d'autres, et ça fait partie de la vie où il peut y avoir des tensions. Hum, Mais je sais que maintenant, voilà, je peux plus facilement en parler qu'il y a quelques années où, en fait, j'avais pas d'espace pour. Et Voilà. par rapport à votre couple, en tant Oui. que mari, maintenant, comment toi, tu te sens? Comment tu as évolué dans votre relation? Alors, par rapport au couple, c'est vraiment une excellente question parce qu'on en parle souvent avec Charlotte où, effectivement, aujourd'hui, on a moins de temps en couple qu'avant, beaucoup moins. Euh, on a déménagé en Belgique, ça a été source de challenge, de petites tensions et ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on essaye maintenant de faire, c'est de se dire, OK, une fois par mois, on essaye de prendre une soirée pour aller au resto ou aller jouer. Par exemple, ce lundi, on a été jouer 2 heures au tennis ensemble. Et en fait, de retrouver des moments comme quand on n'avait pas d'enfants. C'est ça. Et c'est vraiment chouette parce que on, on sait que ces moments-là ne durent pas éternellement, mais on s'entend toujours aussi bien, on a toujours des choses à se raconter et ce genre de choses, mais on est conscient aussi que ben, ce sont des moments qui sont ponctuels parce que on a fait le choix d'être beaucoup avec nos enfants. Donc voilà, ça a été vraiment... Enfin, quand on devient parent,
le couple en prend un coup. Quand on vient doublement parent, le couple en prend un double coup. Et il y a des moments difficiles, oui, les relations sexuelles, le boulot, Oui. les enfants, prendre soin de son corps, sa tête avec effectivement le sport, et prendre soin de son couple. Je te parlais tout à l'heure des entités. Il y a une entité sur 24 qui est le couple. Comment on prend soin de lui? Parce que prendre soin de soi avec le corps, des discussions avec des copains, copines ou un thérapeute, oui, mais comment on prend soin du couple qui est la pierre angulaire des 23 autres équilibres? Donc ça, le fait d'en être conscient permet de dire, OK, mais maintenant, les enfants vont aller chez papy et mamie, par exemple. On va se passer, allez, par exemple, ce soir, j'ai prévu d'aller chercher des petits trucs et tout ça. On est à la maison, les enfants dormiront, mais on se fait une petite soirée, tranquillou, pépère. Et qu'avant, en fait, comment dire? Avant, ça nécessitait moins d'organisation parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Que maintenant, en fait, si on veut... C'est un rendez-vous. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous, comme le tennis le lundi, par exemple, où on va jouer régulièrement. On apprécie aller jouer tous les deux, on se challenge, on se cherche un peu au tennis gentiment. C'est un rendez-vous où on reprend du temps ensemble. Parce qu'effectivement, le week-end ou les autres choses, on est soit au sport avec les enfants, soit à la maison, on est toujours occupé. Donc voilà, et on sait que ça... c'est encore une fois c'est un équilibre qui n'est pas permanent. C'est toujours à reconstruire, à discuter, à retrouver des rendez-vous de manière régulière parce que il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et c'est la même chose avec les enfants ou avec n'importe quelle autre relation. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais adresser un petit mot à Charlotte dans ce podcast? Alors... certainement. Non, mais je souris parce que... Je te prends un peu de cours. Hein. Je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Oui, franchement, ce que je dirais, c'est que j'ai été vraiment un gros con pendant quelques mois après la naissance de Gaspard et que même encore maintenant, ça m'impacte très fort parce que j'y pense et que ça a créé certaines... des déséquilibres et des blessures. Et que aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, que je t'aime vraiment énormément et que malgré les difficultés par lesquelles on est passé, il y en aura encore. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à passer du temps avec toi. Donc voilà, c'est ce que je veux lui adresser comme message. Je ne sais pas, je lui dirai qu'à la fin du podcast, elle peut l'écouter. Parce qu'elle n'aime pas quand je fais des podcasts, entre guillemets, ou elle n'aime pas m'écouter parce qu'elle m'entend déjà à la maison. Oui. Mon mari n'écoute plus mes épisodes non plus. Voilà, mais voilà, c'est ce que j'aurais envie de lui partager. Merci pour cette belle question, je ne m'y attendais pas. Mais non, mais merci à toi, vraiment du fond du cœur. Parce que là, on a levé le voile, mais sur un énorme tabou. Sur déjà le mal-être chez les hommes, je pense que ça déjà à la base c'est déjà un tabou. La dépression du postpartum chez les pères, comment ils se sentent, trouver leur place. Tu as dit les choses avec tellement de vérité, tellement de sincérité. Vraiment, je me suis pris une énorme claque. Je savais que ça allait être un bel épisode, mais je ne m'attendais pas à ça. Merci pour ton invitation, surtout parce que ça fait plusieurs mois qu'on se cherche. On se cherchait. Et merci vraiment pour cette ouverture à m'accueillir. Et c'est vrai que j'ai plus souvent l'habitude de parler d'autres choses lors des podcasts, mais ça fait tellement du bien aussi même de déposer en fait à certains moments comment on se sent et comment on a vécu les choses. Et si ça résonne chez certaines personnes ou chez certains papas et qu'on peut se voir du côté de Louvain-la-Neuve, why not? On discutait avec d'autres papas, ça peut être tellement chouette. C'est tellement une bonne idée. Tellement une bonne idée. Mais là, tu viens de planter une graine. Hein. Compte sur moi pour rebondir dessus. En tout cas, on embrasse très fort, mais vraiment très très fort, tes deux petits choux, Harold et Gaspard. Merci. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer en pensant à Charlotte et à toi aussi, évidemment. Je vous souhaite tellement, tellement, tellement de bonheur et tout le meilleur. Et j'espère que nos chemins se recroiseront très bientôt. Oui, certainement. Merci pour tout ton accueil, Axel, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Merci. Voilà,
c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Bref, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et si cet épisode existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Foodbag, des véritables alliés du quotidien avec qui manger local et sain devient facile. Alors n'oubliez pas que vous bénéficiez de 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes avec le code DARONS, D-A-R-O-N-S. Pour en savoir plus, rendez-vous sur foodbag.be. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. Axe.